Bonsoir David Cohn-Bendit. Bonsoir Darius. En vrai, en chair et en os, voilà. Comme ça, tu pourras regarder à gauche aussi. Exactement. Et à ma droite, Luc Ferry. Les événements, ils sont en train de s'écrire sous nos yeux. C'est l'évolution. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, service politique de TF1 et LCI recueillait la confidence de Matignon. Oui, Matignon est toujours prêt à négocier, en fait, ou en tout cas à dialoguer avec Marine Le Pen sur les concessions possibles pour que la censure ne soit pas votée demain. Et ça faisait suite à cette déclaration tout à coup beaucoup plus dure de Marine Le Pen. On peut peut-être la lire et vous allez la commenter pour nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Marine Le Pen dit « Le gouvernement a exprimé son souhait de ne pas modifier le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale. C'est extrêmement clair, nous avons pris acte de cela. » Où en est d'après vous le bras de fer entre l'un et l'autre ? Dany. Bon, je ne suis pas dans la tête de Marine Le Pen. Marine Le Pen aujourd'hui a l'air d'être la maîtresse du jeu pour la simple raison que la gauche ne veut pas jouer. Je veux dire, et que ce Parlement est complètement absurde dans le débat sur le budget. Je dis pas que je suis d'accord avec le budget de Barnier, mais dans un Parlement où il n'y a pas de majorité claire, si tu refuses de penser une forme de majorité pour qu'un budget passe, et Marine Le Pen a senti cela, elle a dit « je vais jouer » et elle a deux possibilités. La possibilité de se dire « écoutez, voilà, j'ai démontré l'efficacité de ma tactique. J'ai gagné une fois, j'ai gagné deux fois, je vais gagner cette nuit une troisième fois, donc je suis responsable. » Et donc, elle avance ses pions pour la prochaine échéance présidentielle en 27. Elle peut rêver, mais il y a un autre problème où elle s'est durcie, et c'est là où psychologiquement, je ne sais pas, c'est son procès. Son procès, qui la met dans une situation que, si elle est condamnée en mars, ça devient de plus en plus difficile pour elle. Et donc, elle peut rejoindre la tactique, je dis pas la stratégie, parce que c'est pas une stratégie de Mélenchon, de faire tomber le gouvernement pour pousser à la démission de Macron. Il rêve, mais ça peut être ça. Et donc là, il y aura censure. Précipité, tout précipité. Oui, moi je suis assez d'accord avec ce que dit Dany. Je pense que c'est compliqué pour elle parce que ce que Marine Le Pen a gagné dans les 10 dernières années, c'est au fond une adhésion de la droite libérale, des chefs d'entreprise. C'est là qu'elle a gagné du terrain. C'est un électorat jeune, c'est un électorat populaire. Il y a beaucoup d'anciens communistes, ou sociologiquement, je ne parle pas des gens qui avaient forcément leur carte, mais c'est du côté des chefs d'entreprise et des libéraux qui lui manquait vraiment les 2-3% qui permettraient d'être élus. Et donc, si elle censure le gouvernement, c'est pour ça que moi, si je devais parier, je pense qu'elle n'a pas intérêt à le faire. Si elle censure le gouvernement, ça aura des effets très négatifs sur la France, globalement. Je pense que le budget est catastrophique, moi je le dis carrément, mais néanmoins... Le budget tel qu'il est ou tel qu'il va encore être concédé ? Tel que Barnier l'a conçu, c'est une catastrophe. Mais peu importe. Là, on a 70% d'impôts, je pense que c'est délirant. Mais peu importe. Si j'étais député, je ne censurerais pas. Pourquoi ? Parce que si on censure, on donnera, une très mauvaise image de la France à l'étranger. 2, les marchés financiers vont nous sanctionner, probablement les agences de notation aussi, et l'Union européenne aussi, et les taux d'intérêt vont grimper, et l'immobilier va en prendre un coup. Je détaille pas ça, mais sur chacun des éléments que je viens d'indiquer, ce sera assez catastrophique. Et donc, si Marine Le Pen veut, vis-à-vis des chefs d'entreprise, et disons de la droite plutôt un peu libérale, si tant est qu'il y ait une droite libérale en France, si elle veut ne pas apparaître comme irresponsable, son intérêt, c'est plutôt d'engranger ce qu'elle a gagné vis-à-vis des pauvres, voilà, pour parler simplement, en disant, voilà, on n'augmente pas l'électricité, je sais pas quoi, parce qu'elle a réussi à gagner pour les petites gens, comme on disait avant, et puis dire, ma responsabilité, c'est de ne pas mettre la France dans la panade et de la ridiculiser sur le plan étranger, surtout qu'il est très possible que Macron, comme il est extrêmement orgueilleux, renomme Barnier, c'est pas exclu. Il y a plusieurs scénarios, mais moi je crois, avant d'arriver au scénario, ce qui est intéressant, ça a été dit dans votre discussion un peu je sais plus qui, aujourd'hui, les marchés financiers regardent la France non pas sur le budget, en fait, ils regardent sur la stabilité politique. Absolument. C'est pour eux, la catastrophe, c'est la France qui n'est pas. Et je crois que c'est vraiment une victoire à la Pyrrhus. Faire tomber Barnier,
Moi, je suis moins critique que toi, mais c'est pas ça. Faire tomber Barnier et donc mettre la France dans le chaos, c'est pour n'importe quelle force politique qui, une fois arrivera au pouvoir, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que ils feront comment ? La situation, l'endettement sera le même. Ils peuvent faire combien 80% d'augmentation pour faire plaisir à Luc, 100% d'augmentation, je sais pas. Je veux dire, mais ça ne change rien. C'est-à-dire que le drame, et ce regardent les marchés financiers, ce qui regarde l'Europe, c'est l'absurdité des forces politiques au Parlement. C'est ça. Et donc, je crois que la France va mal parce que les forces politiques vont mal, parce qu'ils n'ont aucune conception. Alors, il y a maintenant le scénario François Bayrou, qui dit à Macron, c'est ce que j'ai entendu, il dit à Macron, tu me nommes Premier ministre et je viens avec Xavier Bertrand et Cazeneuve. Et donc, du gros. Et non, mais c'est vrai, du lourd, quoi, du lourd, et je dis, voilà, je trouve encore 7 personnes, un gouvernement à 10, qui, pendant 6 mois, les 10 projets, même entre eux, ils ne seront pas d'accord, mais ils se sont mis d'accord sur ces 10 points. On va y revenir, mais vous disiez, vous n'êtes pas dans la tête de Marine Le Pen, mais tout à l'heure, Étienne Jarnel, sur ce plateau, disait, on dirait qu'elle a envie. Il y a quelque chose comme l'envie de faire tomber ce gouvernement, de montrer qu'elle a cette puissance-là, de faire tomber ce gouvernement. Il semble en effet qu'elle a monté les prix sans arrêt, là, depuis quelques jours. Chaque fois, elle enchérit. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, en tout peut-être vos invités en ont parlé tout à l'heure, j'ai pas suivi l'émission d'avant, mais c'est le coup près qui va lui tomber dessus en mars, c'est-à-dire la condamnation. Si elle est inéligible, ça veut dire que sa carrière politique, elle est carbonisée. Bon. Donc du coup, évidemment qu'elle réfléchit différemment aujourd'hui avec cette échéance à venir, que si cette échéance n'existait pas et qu'elle pouvait se permettre d'être simplement très responsable, ce que personnellement, si j'étais à sa place, je ferais, mais peu importe, je suis pas à sa place, ça va de soi. Mais le fait qu'elle puisse être condamnée en mars et que sa carrière politique puisse être carbonisée en mars, ça change évidemment la donne. Et du coup, elle a moins la problématique de la responsabilité que j'évoque à l'instant. Et ce que disait Dany est totalement juste. Ce qui inquiète les marchés financiers, c'est l'instabilité politique, c'est le ridicule politique, faut bien le dire, que se paye l'Assemblée. Et c'est la même chose, tu sais, pour les chefs d'entreprise, pour les très grandes entreprises. Le fait que le monde devienne opaque, obscur, qu'on puisse pas prévoir l'avenir, c'est insupportable. Du coup, ils savent pas s'il faut acheter ceci, s'il faut mettre tel projet là, s'il faut, voilà, est-ce qu'il faut délocaliser ceci, est-ce qu'il faut supprimer tel projet d'innovation. Pour les grandes entreprises, cette situation-là, elle est exactement la même chose que pour les marchés financiers. Et est-ce que ça a un goût de revanche pour Madame Le Pen ? Il faut rappeler le bon premier tour qu'ils avaient fait, ensuite le front anti-RN qui avait fonctionné contre eux. Républicain, comme il se nommait. Aujourd'hui, elle est en position de faire tomber un gouvernement. Darius, je crois que Luc touche quelque chose d'important. Elle a pris un coup sur la tête. Elle a pris 2 coups sur la tête. Non pas la condamnation, le procureur qui demande beaucoup, et Jordan Bardella. Alors on peut me dire, c'est un lapsus, c'est un lapsus. Jordan, il n'y aura pas de candidat qui a été condamné. Donc même si elle n'est pas inéligible, mais condamnée, elle sera condamnée. Je dis pas qu'elle sera condamnée à perpétuité, elle sera condamnée. Un casier. Elle a un casier judiciaire. Et donc Bardella dit, elle peut pas être candidate. Alors après ils ont dit, mais non, je pense non, il peut dire ce qu'il veut. Et donc aujourd'hui, elle pense que c'est sa dernière chance. Moi je crois que c'est pas rationnel. C'est pas dans ça. Elle veut se venger. Elle veut dire, si vous me faites ce coup-là, moi je déstabilise la France. Vous voulez pas, moi je voulais stabiliser la France, mais si la France c'est ça et me condamne, je déstabilise. Et ça, c'est un goût de revanche. Alors, c'est pas le premier tour, parce que ça, elle avait compris. Elle était sur la bonne voie. Je dis pas qu'elle allait gagner. Moi, je prétends que c'est quand même Édouard Philippe qui gagnerait, mais c'est autre chose. Mais elle se voyait sur le chemin de l'Élysée. Et ce procès, là, mentalement,
psychologiquement et donc politiquement déstabilisé. Alors ça, c'est une version. Est-ce que l'autre version est qu'au fond, cette bonne guerre, elle a un programme économique et elle réussit à dicter la loi? Elle insiste d'ailleurs assez justement sur le fait que c'est une très courte majorité. C'est un gouvernement LR, il repose sur combien de LR à l'Assemblée? On peut pas dire que ce soit non, c'est pas, moi je les ai connus à 360 députés, donc il n'y a pas si longtemps. Donc, au fond, le RN joue son jeu, c'est-à-dire un jeu classique républicain parlementaire de dire, nous on a des exigences, où vous suivez, où vous partez. Si on était dans une démocratie normale et que le Rassemblement national était un parti normal, ce qu'il n'est pas encore, c'est une évidence, normalement c'est elle qui devrait être Premier ministre. C'est en termes de nombre de voix et de députés. C'est le premier parti de France, c'est le premier parti à l'Assemblée. Le NFP n'est pas un parti, c'est une alliance, et en plus une alliance négative pour faire barrage A. Et donc normalement c'est elle qui devrait être nommée Premier ministre. Si on était dans une démocratie normale où on nomme les gens qui ont le plus d'électeurs, voilà. Ou le Front républicain. Mais, oui, mais c'est pas un parti. Non, mais il y a aujourd'hui cette alliance. S'ils avaient l'intelligence de leur alliance, l'intelligence d'avoir fait le Front républicain pour empêcher Marine Le Pen, c'est ça qui est effarant. Bien sûr, Dany, mais quand tu as un député LFI qui traite ton ami Glucksmann de sale juif, comment veux-tu que l'alliance elle tienne debout? Ou de sale sionisme, enfin on sait ce que ça veut dire. Bon, donc comment veux-tu que ça tienne debout? Ce sont des gens qui se détestent entre eux, donc c'est pas... Mais la haine est partout. Oui, mais... dans tous les camps. La haine du républicain X contre Wauquiez, la haine de Wauquiez contre la républicaine Y. Je parle des électeurs, si tu veux. Les électeurs du Rassemblement national ne détestent pas ni Marine Le Pen, ni Bardella, ni même Ciotti, ni même Retailleau. Au contraire, ils disent voilà, il faut qu'on c'est la même ensemble. chose pour les électeurs du Front républicain. Non, l'erreur. pas LFI. Non. LFI, oui, à part quelques mais LFI, mais tout. Il y a quand même. Je te laisse. Non, je veux dire simplement dire. Moi, je crois que et c'est le chantage de LFI. Le chantage de LFI, c'est nous qui menons la barque parce que nous sommes les seuls capables à réunir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois qu'il y a une volonté d'un électorat de gauche, les 28% du qui sont un électorat faible. C'est une des gauches les plus faibles en France. Bon, mais il y a une volonté du centre à la gauche qu'il y ait une idée de proposition d'une alternative. La bêtise de ceux qui ont fait le Front républicain, l'irresponsabilité, c'est que le soir du deuxième tour, ils auraient dû dire « Bon, on va négocier ». Peut-être que ça marche pas. Oui, mais ça suppose quand même que des sociodémocrates s'allient avec des antisémites. Pardon de le dire comme ça, mais c'est la réalité. Voilà. Et ça, c'est pas possible. Oui, mais tu peux dire qu'à droite, il faut s'allier avec des racistes. Non, c'est pas la Marine Le Pen. Alors franchement. Pas Marine Le Pen, mais il y a. Non. Mais là, je te parle des leaders, je te parle pas de l'électorat. Là, quand un député traite Glucksmann de sale juif, je suis désolé, mais c'est pas possible. Il y a une barrière, et c'est pas toi que tu es d'accord avec moi, tu le sais bien. T'as une barrière, t'as quand même une barrière, il y a quelque chose qui n'est pas franchissable. Maintenant, Darius, on parle de ça parce que c'est l'actualité, il faut en parler, c'est normal, c'est notre émission, on parle d'actualité. Maintenant, on est quand même dans une mer de noir, pour dire les choses franchement. Et donc, la question, c'est comment on en sort. Parce que de toute façon, qu'il y ait censure ou pas censure, on est dans la mouise jusqu'au cou. Est-ce qu'on est tant que ça? Regardez, si je peux me permettre de relancer, regardez, ça vous amènera aussi la question, est-ce que oui ou non, vous défendez ce gouvernement? Regardez Standard & Poor's, c'est très attendu, tous les pessimistes disaient, vous allez voir, la France va être dégradée, etc. Bonne nouvelle pour la France et pour le gouvernement. Non, malgré l'incertitude politique. Et vous avez raison, Dany, c'est le point qui le note, mais le reste, ils sont quand même assez engageants. Nous nous attendons à ce que la France se conforme avec un délai au cadre budgétaire européen et consolide progressivement ses finances publiques. Est-ce que vous soutenez ce gouvernement? Est-ce que vous considérez que, vu cela, vu la note maintenue, vu le fait au fond que Barnier, est-ce que vous soutenez ce gouvernement? Le résultat? Est-ce que vous le soutenez? Et moi, je dis, il faut éviter le chaos en ce moment. Je soutiens pas ce gouvernement. Il y a une impasse et il faut du temps pour sortir intelligemment de l'impasse. Si aujourd'hui il y a instabilité, parce que il y a deux possibilités. Barnier tombe, il renomme Barnier. Et alors? Il renomme, maintenant je veux bien Bayrou avec Xavier Bertrand, avec Cazeneuve, avec Luc Ferry, avec Dany Coderre. Ça, il n'y a pas de danger. Bon. Ouais, mais je veux dire, et alors?
Ça change rien. Ça change rien. Ça change rien tant que personne n'a trouvé la clé pour une rationalité à l'Assemblée. Et ben voilà. Parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait une majorité qui accepte un tant soit peu de voter quelque chose qui n'est pas absolument son programme. Mais voilà. Tant qu'ils sont comme ça. Et donc, il faut éviter ce chaos pour qu'il y ait une réflexion à l'Assemblée, dans la société, pour que avec cette stabilité, on puisse trouver les réponses à la situation. C'est vers ça que je voulais aller, Darius, parce que qu'il y ait censure ou pas censure, qu'on renomme Barnier, qu'on mette Bayrou, qui vous voudrez, ça ne changera rien, puisque personne n'a la majorité à l'Assemblée et que tout le monde se déteste. Voilà. Et que vous avez 6 courants politiques en bisbille, et donc de toute façon, rien n'est faisable de sérieux en ce moment. En plus, ils se conduisent comme des clowns à l'Assemblée, il faut quand même, c'est des pitres. Bon. Donc, pour l'essentiel, il faut quand même le dire, ça se voit, tous les Français le voient. Bon. Donc, la vraie question, si j'étais à la place de Marine Le Pen, moi ce que je ferais, je dirais à Barnier et à Macron, je ne donne pas la censure, mais en échange, vous vous engagez à mettre un système proportionnel intelligent. C'est ça qu'elle devrait faire, puisqu'elle est pour la proportionnelle. Et là, j'aimerais bien qu'on discute un jour sérieusement quelle proportionnelle, parce que la proportionnelle, ça peut être une catastrophe aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous critiquent en disant « Ah oui, Dany et Ferry, ils sont d'accord sur la proportionnelle, mais c'est le retour à la 4e République, etc. » Il faut une proportionnelle. En Allemagne, par exemple, moi j'aime beaucoup le système allemand, quand on fait tomber un gouvernement, on est obligé c'est une censure constructive, ça s'appelle. On est obligé de proposer une alliance et quelque chose qui tient la route. Donc moi, je pense que pour l'instant, on discute de ça, c'est bien d'en discuter, mais ça ne changera rien qu'il y ait censure ou pas censure, ça ne changera rien. Le système aujourd'hui est ingérable. Je rappelle le développement de la soirée, c'est cette information glanée par le service politique TF1 et LCI, Matignon, Michel Barnier, qui dit « Nous sommes toujours ouverts au dialogue ». Il a accepté de revoir il avait dit pourtant « Je ne me suis pas roulé par terre pour l'avoir ». Donc qu'est-ce que vous en savez? Ils disent tous ça, mais évidemment que tous les ministres qui sont là en disant « Il va y avoir un shutdown », ce qui est complètement faux. Il suffit de faire passer une mini-loi pour reconduire le budget 2024 et on peut lever les impôts, payer les fonctionnaires, payer la santé et les médicaments. C'est une blague. On n'est pas aux États-Unis. Alors attendez. Là, vous mettez le point sur un point, une chose importante. Oui. Est-ce qu'on exagère? Est-ce qu'on a exagéré volontairement le danger d'une censure? Mais bien sûr. Et en réalité, il n'y a pas. L'économie française ne va pas s'écrouler pour autant. Oui et non. Moi, je crois que Barnier a une responsabilité nationale. On peut ne pas être d'accord sur beaucoup de choses avec lui. Mais je crois pas qu'il... Il est assez barnieriste. Barnier est écolo, c'est pour ça. Ouais, moi je l'aime bien. Non, j'ai eu de très bons contacts avec lui. Voilà. On a travaillé ensemble au Parlement. Souvent soutenu, au Parlement européen, donc je dirais pas de mal. Je dis qu'il est coincé dans un système où il ne peut pas bouger ni d'un côté ni de l'autre. Moi, il faut faire attention. Le problème de l'instabilité est réel. Alors, imaginons, parce qu'on est en France, le gouvernement tombe. Ça met combien? 1 mois avant un nouveau gouvernement? Oui, enfin, je sais pas. Moins, mais bon. Bon, vous avez à partir du 11 janvier la grève de la SNCF reconduite jusqu'à Noël. Vous avez la FNSEA dans la rue. Vous avez donc une instabilité politique et des mouvements disons, qui s'en donne à cœur joie. Personne ne démontre, pour l'extérieur, une responsabilité nationale. Une responsabilité qu'on aime. C'est une situation difficile. Chacun essaye de tirer son petit truc. Marine Le Pen, elle dit, ben voilà, moi j'ai mon programme, et je veux le plus que Barnier reprenne. On peut dire démocratiquement, c'est de bonne guerre. Mais elle est incapable de trouver un compromis. Le problème, c'est pas de dire j'ai ce programme et tu manges mon programme et je te suis. Le programme, c'est un moment. Oui, c'est ça le problème. Oui. Et la France, déstabilisée au Parlement, déstabilisée dans la rue, vous allez voir que là, eh bien, les marchés et tout ça, ils diront, cette France-là, on fait un grand détour autour.
Mais comme Dany l'a très bien dit tout à l'heure, le vrai problème, c'est pas l'instabilité économique et budgétaire, c'est l'instabilité politique. C'est ça qu'il faut régler. Et donc, c'est pour ça que je disais, moi, si j'étais à la place d'un opposant, je dirais, voilà, je vous mets pas la censure, vous perdez pas votre poste, vous n'êtes pas viré tout de suite, mais on négocie une nouvelle donne politique. C'est ça le seul moyen. C'est le seul moyen de ressortir. Et alors, pour être très clair, il n'y aura pas ce qu'on appelle le shutdown aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture budgétaire de telle sorte qu'on puisse pas payer les fonctionnaires, lever l'impôt, etc., payer la santé. Bon, il suffit de maintenir le budget 2024, qui est pas bon, mais ça changera rien. Bon, donc c'est absolument pas. Mais bien sûr, mais il suffit de faire passer une mini-loi pour le maintenir. Il n'y a aucun problème. Donc les ministres qui disent qu'il va y avoir shutdown, c'est une blague. Ils veulent garder leur poste. Bon. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y aura très vraisemblablement les marchés financiers, des sanctions, donc une augmentation des taux d'intérêt très vraisemblable, donc une crise de l'immobilier. Donc il y aura mais c'est pas une catastrophe absolue. Mais ce sera vraiment pas bon pour la France. Puis on sera ridicule à l'étranger. Mais encore une fois, le problème, c'est le problème politique. Voilà, il faut absolument qu'on sorte de là. Et donc je pense que là où Marine Le Pen a vraiment les clés du jeu, c'est pas censure ou pas censure, mais c'est qu'est-ce qu'on propose après, qu'on garde Barnier ou pas Barnier. C'est ça le vrai problème. Or c'est elle qui peut faire ça. C'est elle, c'est la gauche, c'est... la gauche, ils veulent rien. Oui, non, mais attends, il peut y avoir chez les socialistes, il peut y avoir chez les Verts, il peut y avoir... Gabriel Attal qui se réveille et qui dit il faut arrêter vos conneries, arrêtons nos conneries. Mais ça veut dire quoi? Pour être concret, l'alternative c'est quoi? Mettons que le gouvernement Barnier tombe. D'abord, alors vous avez dit il y a les gouvernements des poids lourds un petit peu, les sages ou prétendus sages. Ça peut être ça. Quoi d'autre? Le problème il est que toutes les forces politiques négocient un processus, d'abord sans dire qui va, un processus de sortir de la crise. C'est-à-dire, il y a une responsabilité collective, et donc, il y a plusieurs propositions. Sortir de la crise politique, la proportionnelle. Quel type de proportionnelle? Marine Le Pen veut une proportionnelle à l'italienne, avec 50 sièges de majorité, tout ça. C'est pas la solution. Bon, bref. Mais ça, il faut le discuter. Deuxièmement, il faut discuter la responsabilité de la France dans l'Europe de maintenant, face au conflit ukrainien, et l'Europe qui aura besoin de la France dans les négociations qui vont avoir lieu, la responsabilité de la France et de l'Europe face à cette intolérable situation Israël-Gaza, intolérable. Donc je veux dire, il y a une prise de conscience. On organise un processus, et à partir de ce processus, on voit quelle majorité pourrait conduire ce processus avant 2027. Vous voyez, ce qui est dingue on est d'accord sur le fait que c'est la question politique in fine qui est de loin la plus importante. Et c'est l'instabilité politique qui, pour les marchés financiers, comme pour les agences de notation, fait le problème. Ce qui est le drame du système majoritaire français que j'ai défendu pendant des années. Quand il y avait deux blocs, il était défendable. Mais c'est que, il donne l'illusion de la majorité quand les gars sont minoritaires. C'est ça le problème. Et donc, cette majorité par exemple, le président de la République est élu, donc on dit, il a la majorité. Mais c'est pas vrai. Macron, il a eu 8,5 millions de voix au premier tour, et il y a 47 millions d'électeurs en France potentiels. Donc il n'a pas la majorité. Tandis que dans le système allemand, on construit une majorité. Donc quand on construit... Tandis que là, elle est donnée, la majorité, mais elle est fictive, elle est fausse. Alors que dans le système allemand, on construit la majorité. Quand on l'a construite, on a vraiment la majorité. Alors aujourd'hui, va pas bien, c'est pas le bon modèle, mais prenez Madame Merkel, pendant 4 mandats, elle a réussi. Et donc on nous a dit pendant des années, ce qui est bien avec le système majoritaire, c'est qu'on évite les avanies de la 4e République. On est en plein dedans. Je termine juste là, pardon Darius. Mais c'est maintenant qu'on est dans la 4e République, alors qu'on a le système majoritaire, que les gens réfléchissent à ça. On a dit on sort de la 4e République avec le système majoritaire. Or aujourd'hui, on est dans la 4e République, la pire qui soit, avec un système majoritaire gaulliste. Le problème, pourquoi je dis il faut une réflexion sur le processus, parce que changer simplement, aller vers la proportionnelle, s'il n'y a pas une transformation de la culture politique, c'est-à-dire les forces politiques qui sont là, ils peuvent le faire même maintenant, pour arriver, c'est-à-dire de dire, comment on arrive à une coalition majoritaire? Le problème de cette Assemblée, c'est qui a la capacité
politique, l'intelligence politique de construire une majorité parlementaire pour le bien de la France. Personne. Parce que la France, et tant qu'on est dans cette situation-là, eh bien, vous censurez pas, Marine Le Pen ira en prison, elle n'aura qu'un bracelet et tout ça, ce sont des épiphénomènes. Juste 10 secondes, personne aujourd'hui, il faut un système qui les oblige à travailler ensemble. Et là, dans l'état actuel des choses, il y a des gens qui ont du talent, il y a des gens bien, mais ils n'ont aucun intérêt, ils ne sont pas obligés, les hommes de bonne volonté, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, ne sont pas obligés de travailler ensemble. Quel sera le résultat réel si on voit que, au fond, toutes les promesses d'efforts que le gouvernement Barnier avait formulées sont reniées les unes après les autres? Est-ce que ce sera, finalement, on abandonne les efforts, on continue à s'endetter et c'est catastrophique ou ça n'est pas catastrophique? Mais là, il n'y a pas d'effort. Je veux dire, les impôts, c'est la facilité. C'est le contraire de l'effort. Les impôts, c'est la facilité absolue. C'est pour un gouvernement, c'est le plus facile. Vous dire, tiens, on va augmenter le machin, le truc, et puis on va étrangler les niches fiscales, etc. Mais c'est la facilité absolue. Ce qui est difficile, c'est de dire aux Français qui le veulent, vous allez travailler plus en étant payé plus. Voilà. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a une hostilité au travail aujourd'hui pour des raisons absolument fondamentales. Et puis, deuxièmement, la grande difficulté, ça, c'est pas la facilité, c'est de dire on va arriver à 6 millions de fonctionnaires, c'est pas jouable. Moi, je suis fonctionnaire, j'aime la fonction publique, je défends la fonction publique, mais il faut que 200 000, 300 000, 500 000 départs à la retraite ne soient pas renouvelés. Et c'est ça. Donc attendez, soyez précis. Il faudrait tailler dans le nombre de fonctionnaires en France. Évidemment. Et encore une fois, attendez. Renouveler ceux qui partent. Voilà, parce que là, quand vous ne renouvelez pas des départs à la retraite, vous ne mettez personne au chômage. Vous faites de mal à personne. Et après, pour compenser, vous fondez le millefeuille. J'ai donné 100 fois l'exemple. Mais en théorie, chaque poste de fonctionnaire est nécessaire. S'ils existent, en théorie. Mais non, ils sont pas nécessaires. Simplement, ça permet de réduire les statistiques de chômage. C'est comme les emplois aidés déguisés que sont les comment dire. Vous êtes d'accord avec ça? Non, vous êtes d'accord avec lui? Pas tout à fait. Eh ben, les emplois jeunes. Non, je parle pas des emplois jeunes. Non, mais je sais qu'on pourrait réduire 300 000, supprimer 300 000 postes de fonctionnaires et ça ne changerait pas grand-chose. Écoutez-moi, juste 3 secondes. C'est un sujet que je connais, évidemment, puisqu'il s'agit des apprentis. Je suis à fond pour l'apprentissage. C'est très bien, l'apprentissage. Vous en avez 1 million aujourd'hui, mais 8 000 euros par entreprise. Donc, c'est de l'emploi aidé. Ça permet, au lieu d'avoir 10 points de chômage, ou en tout cas 9, de dire on est à 7,5. Voilà. C'est la même chose, les fonctionnaires. Vous créez des postes de fonctionnaires, donc le chômage diminue, vos statistiques sont belles, mais c'est pas la réalité économique. Et donc moi, je suis pour qu'on ne renouvelle pas 300 000, 400 000 départs à la retraite et qu'on fonde le millefeuille territorial de manière intelligente. Et là, vous avez 2 réformes structurelles de fond sur le travail et sur l'emploi public. Le problème de ce que propose Yannick... Ça, c'est difficile, oui. Non, c'est pas seulement que c'est difficile, mais il y a par exemple, de la pression sur les locales, le pouvoir local, même les régions. Il reste pas franchement quelque chose de la gauche. Là, on a un homme de droite qui vient de vous envoyer. Non, mais on va supprimer 300 000 postes de fonctionnaires. Et vous dites on passe à autre chose. Non, je dis pas ça. Je dis c'est pas faisable comme cela. Parce qu'il y a des tas de postes où les fonctionnaires aujourd'hui, c'est de l'huile dans les rouages d'une société qui va mal. Par exemple, ceux qui organisent, et toutes les associations, tout ça, on va les sabrer aujourd'hui. Parce que, de toute façon, ils ne feront pas ce que propose Luc. Et je crois que, par contre, moi, je suis pas d'accord, on peut augmenter, pour une certaine couche de la société, on peut augmenter les impôts. Pas ça le drame. C'est pas ça le drame. Il y a assez de gens. Il y a assez de gens qui s'en mettent plein les poches où ça ne changera rien. Mais ça ne résout pas. Je suis pour, mais ça ne résout pas le problème économique de la France. C'est pour la justice fiscale, oui, mais ça ne résout pas le problème. J'en parlais avec un des plus grands chefs d'entreprise européens, je ne vais pas citer son nom parce qu'il n'est pas là, et il dit pas le contraire de ce que tu dis, il dit l'argent on l'a, c'est pas le problème. L'argent on l'a, si on doit payer 800 millions d'euros par an en plus à cause du budget Barnier, on les paiera. Ils disent pas ça. Ce qu'ils disent c'est 1, on va délocaliser un certain nombre de secteurs, 2, on va supprimer un certain nombre de projets innovants, et 3,
écoute ça, Dany, parce que c'est la réalité, on peut pas faire autrement. On va serrer la masse salariale et donc créer du chômage. Tu ne peux pas, et c'est mécanique, c'est comme ça que fonctionne une entreprise. Donc tu peux dire c'est dégueulasse, mais c'est pas le problème. C'est comme ça que fonctionne l'économie libérale. Il y a toute une initiative d'entreprises en Allemagne aujourd'hui qui explique comment on peut, pour certaines, augmenter la ponction fiscale sur tu vois, il y a quelque chose que la société... Attends, il y a quelque chose que les sociétés ne comprennent pas. Par exemple, Volkswagen est en crise incroyable. Ben oui. Incroyable. Ils ont, l'année dernière, distribué 6 milliards aux porteurs de 6 milliards. Ils demandent 4 milliards à l'État. C'est normal que les gens disent « Mais écoute, tu gardes ces 6 milliards pour l'investissement, tu le distribues pas, et c'est ça qui ne fonctionne pas. » Ça, c'est... 10 secondes, juste écoute ça. Si nous n'étions pas numéro 1 mondiaux des prélèvements obligatoires, et notamment sur l'Union européenne, on est numéro 1 de toute l'Union européenne, je parle de la France. Ce que tu dis sur l'Allemagne est tout à fait correct, mais sur la France, c'est pas le cas. On peut pas augmenter indéfiniment les impôts des entreprises quand on a des problèmes de compétitivité on a des entreprises qui sont ouvertes sur le long. Donc si on était au milieu de l'Union européenne en termes de prélèvements obligatoires, je te dirais oui. Mais c'est pas le cas. J'aimerais un mot encore à l'un et à l'autre, s'il vous plaît, sur l'effet réel. Vous me soupçonniez d'être à droite par rapport à vous, Dany Cohn-Bendit, l'autre jour, je vais vous surprendre. Si au contraire, dans une attitude plutôt anti-rigoriste, il y a un certain nombre d'hommes politiques qui considèrent que ça n'est pas grave, au fond, qu'on peut continuer à s'endetter, que l'argent magique, ça a assez bien fonctionné, et que ça pourrait continuer comme ça. Est-ce que, effectivement, comme l'a souvent soutenu d'ailleurs le président de la République avec des succès, et d'autres, on exagère ce problème de la dette. En réalité, si vous êtes les États-Unis, vous pouvez faire ça. Parce que c'est ce qu'ils font. La dette américaine, mais c'est... À côté de ça, la France, c'est rien. Mais ils ont le dollar. On disait tout à l'heure, les Allemands paieront, ils continueront à payer. Je sais bien, on n'est pas dans le même cas que les États-Unis, mais en réalité, même si demain, le gouvernement saute, même si les taux augmentent un peu, en réalité, l'Allemagne continuera à payer pour la France. On sait bien que la France n'est pas tout à fait la Grèce encore. Le problème, c'est que j'ai jamais compris ces arguments, parce que le problème de l'Allemagne, c'est pas qu'ils ne payent pas pour la France. Le problème de l'Allemagne aujourd'hui est que c'est la situation française est ce qu'elle est aujourd'hui, l'Allemagne ne paye pas pour l'Europe. Vous avez un plan Draghi qui dit l'Europe, pour sortir de la non-compétitivité, a besoin de 800 milliards d'investissements par an pendant plusieurs années. Pour cela, il faut que les pays investissent dans l'Europe. Et là, les Allemands disent, tant qu'il n'y a que nous qui on ne le fait pas. Donc les Allemands, c'est pas qu'ils payent pour la France, c'est que les Allemands et que les Français n'y arrivent pas, c'est d'investir pour que l'Europe se modernise, aussi bien sur la défense qu'industriellement, pour être compétitif contre les États, ou à côté des États-Unis, et des Chinois, etc. Personne ne discute en France ou en Allemagne ce que veut dire le plan Draghi, qui est vraiment... justement, sortir de l'ornière la zone euro. Un mot encore là-dessus, on avancera ensuite sur... Est-ce que c'est dangereux ou pas, au fond, ou est-ce qu'on peut continuer à s'endetter, on n'en mourra pas? C'est mortel. Et donc, il faudrait qu'un jour, les Français comprennent ça, mais les questions budgétaires, si on les a pas vécues soi-même, si on n'y a pas travaillé pendant des heures et des heures, c'est très difficile, c'est très abstrait. Bon, je discutais l'autre jour avec un vieil ami qui est un ancien trotskiste qui me disait, mais de toute façon, on s'en fout, on remboursera jamais la dette, voilà. Mais les gens ne comprennent pas qu'on rembourse les intérêts de la dette tous les jours, Darius, tous les jours. Et que, comme le disait Moscovici, on va arriver à ce que les intérêts de la dette coûtent aussi cher que ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Vous vous rendez compte que chaque euro que payent les Français sur leur impôt va être utilisé uniquement, non pas à faire des choses formidables, à augmenter les profs ou à recruter plus de personnes utiles, mais ça va servir uniquement à payer les intérêts de la dette. Donc c'est ça qui... Alors du coup, qu'est-ce qui se passe dans les ministères? Et
moi j'ai déjà connu ça, et pourtant on n'était pas dans une situation aussi effroyable qu'aujourd'hui. La com remplace l'action, c'est ça qui se passe. Et puis il faudrait que les gens comprennent qu'on va laisser à nos enfants un monde qui sera beaucoup plus difficile pour eux. Et puis un dernier point, dans le budget de Barnier, justement pour faire des économies, alors on va supprimer 4000 postes de professeurs, mais c'est débile. C'est la dernière chose à faire. Il faut supprimer des postes de fonctionnaires inutiles, pas des postes de profs. Au contraire, on a besoin de plus de profs. Votre regard, évidemment, c'est idiot. Voilà, il ne faut pas supposer des postes de profs, pas supposer des postes de travailleurs sociaux, d'associations qui sont la vie dans des sociétés en difficulté. Et c'est ça le problème. Alors qu'on a une administration qui gère les lycées en région, une autre qui gère les collèges en département, et ça ne sert strictement à rien. Ça pourrait être la même administration. Votre regard sur les événements à l'étranger, très important, très considérable, une accélération dans l'échiquier mondial qui change à toute vitesse sous nos yeux. Bachar el-Assad, il était au pouvoir depuis 25 ans, à peu près 24 ans. Un des hommes dans le monde qui a le plus de sang sur les mains, et il est en partie renversé. En tout cas, une partie de ces territoires repasse aux mains des djihadistes, qui d'ailleurs ont beaucoup de sang sur les mains, eux aussi, avec quand même, dans cette coalition, on va le voir, certaines formations qui sont plus démocratiques. Elles sont à la remorque des djihadistes. Ils sont à la remorque, effectivement. Cette image, Alep, ville martyre de Bachar el-Assad, avec l'appui puissant des Russes à l'époque, qui est reconquise, qui est reprise maintenant par les djihadistes. Est-ce que c'est une relative bonne nouvelle ou non? Qu'est-ce qu'on peut en dire selon vous, Luc Ferry? Non, le problème, Bachar, vous l'avez dit, donc il a du sang sur les mains, et Dieu sait qu'il en a beaucoup. Mais le problème, c'est que ceux qui remplaceraient Bachar el-Assad, si Bachar tombait, il serait 1000 fois pire que lui. C'est ça la difficulté. Et donc moi, je suis allé là-bas. Alep est une ville absolument formidable. J'ai des amis chrétiens là-bas, ils disent mais pitié, surtout que Bachar ne tombe pas. Si Bachar tombe, c'est Al-Qaïda et consorts, et on est mort, on sera égorgé dans le quart d'heure. Voilà, donc c'est ça le tragique de l'histoire, c'est qu'on n'a pas le choix entre un type formidable et puis des salauds. On a le choix entre des catastrophes des deux côtés. Moi, je suis allé à Palmyre aussi, je me souviens. Palmyre, vous pouvez pas imaginer, si vous n'y êtes pas allé, ce que c'est la beauté de cet endroit. Mais c'est incroyable. Puis toute l'histoire qu'il y a derrière. C'est Poutine qui a libéré Palmyre, voilà. Et donc, évidemment, Bachar el-Assad, il compte sur quelqu'un qui est pas non plus très présentable, à savoir Poutine, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, si ces gens-là tombent là-bas, c'est 1000 fois pire que ce qu'il y a aujourd'hui au pouvoir. C'est ça le problème. La difficulté, que c'est le pouvoir de Bachar el-Assad, c'est, il a autour de lui les minorités. Les alévites, les chrétiens, et d'autres, et que les islamistes veulent jouer la majorité contre les minorités. Donc si Assad tombe, ça dépend de quel type de gouvernement. Si ce sont les islamistes, c'est la guerre civile, c'est les massacres annoncés contre. Donc moi, je suis complètement coincé. Je suis complètement coincé dans cette histoire. Regardez, Dany, le moment historique que nous vivons, les statues déboulonnées, celles du frère de Bachar el-Assad, les portraits de Bachar qui sont arrachés des murs, ou les statues qui sont arrachées là, dans cette ville d'Alep, quand on se rappelle le printemps arabe qui a donné lieu souvent à d'autres dictateurs, mais enfin, lui est celui qui a résisté à peu près à tout. Et cette fois, il est encore à Damas, semble-t-il, mais il se passe là quelque chose de très important. Oui, mais le problème, c'est vraiment entre la peste et le choléra. Et vous me demandez, est-ce que tu veux la peste ou le choléra ? Je lui dis non merci. Non mais vraiment, non merci. Il y a des moments dans l'histoire où on peut pas dire je veux ceci ou cela, parce que si Bachar el-Assad l'emporte, ça va être un massacre. Il va se venger. Si les djihadistes le remportent et les démocrates syriens, à moins qu'on prouve le contraire, ce que j'ai compris, ils sont un peu à la remorque. C'est quand vous avez l'Algérie, vous avez le pouvoir militaire et les islamistes. Donc le pouvoir militaire enfermait, égorgeait, et les islamistes égorgeaient une partie de la population. On est coincé, c'est ça qui est horrible, c'est que depuis des années, l'Occident n'a aucune stratégie contre ces dictatures d'un côté et ces islamismes terroristes de l'autre. C'est ça, si on n'a pas une perspective pour les Palestiniens, si l'alternative pour un État palestinien, c'est le Hamas,
Il est évident qu'Israël dit on veut pas l'Iran à 50 mètres de nos murs. Donc ça c'est évident. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'émancipation contre les dictateurs doit passer aussi par une politique qui permette à ces populations d'une autre alternative que les djihadistes. C'est tout le drame de la situation aujourd'hui. C'est ce que les Grecs appelaient le tragique. C'est quand on n'a pas le choix dans un conflit entre un bon et puis un gentil. Quand on a le choix entre un méchant, je veux dire, là c'est facile. Maintenant, mon cher Dany, si je te pose la question, qu'est-ce que tu préfères, Hitler ou Mussolini? Tu préfères quand même Mussolini. Tu peux rien. Et donc c'est ça le type de sujet dans lequel on est. Oui, j'aime mieux Mussolini, mais ça ne veut pas dire que j'aime Mussolini. Ça veut dire que c'est ça le tragique de l'histoire, c'est que dans la plupart des cas, on est obligé de choisir entre deux mots, M-A-U-X. Et là, malgré tout, il n'y a pas beaucoup de juifs en Syrie, mais si j'étais chrétien ou juif en Syrie, je préférerais quand même Bachar al-Assad, parce que les autres, c'est égorgé tout de suite. Alors, ça, c'est... Voilà. Et Palmyre, excuse-moi, Palmyre, j'y suis allé, mais attends, mais ce qu'ils ont fait à Palmyre en termes... Alors, c'est pas des destructions de personnes, il y en a eu aussi, mais ils ont rasé, tout ce qu'il pouvait y avoir de magnifique, toute l'histoire, tu vois, comme les maoïstes, voilà. C'est immense. Est-ce que vous partagez ce que vient de dire ici Luc Ferry, c'est-à-dire qu'à choisir, Bachar vaut mieux que les djihadistes? Ah bah oui. Les gens choisissent. Moi, non. Moi, je n'ai pas de réponse à ça. C'est très abstrait. Mais si t'es obligé. Non, je suis pas obligé. Ben, justement, je suis pas. Non, mais avec des si, on fait pas le monde. Ah bah. Hein? Non, je dis, je suis moi tétanisé. Et il faut rappeler, et le rappelait Luc Ferry, le rappelait lui-même, Bachar el-Assad, c'est une quantité de sang, c'est vraiment un des plus grands criminels de l'histoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Regardez, c'est vrai. Regardez, si je suis juif et il y a Hitler et il y a Franco. Je préfère Franco parce qu'il me laisse passer. Il me laisse aller aux États-Unis. Franco, il n'y a pas eu de persécution de juifs en Espagne. Donc, en tant que juif, je dis Franco, j'achète. J'achète. Hein vous comprenez? Donc, je sais qu'il y a des situations comme ça. Mais la perspective, c'est que si Bachar el-Assad reste, il sera renforcé par un système qui va se venger. C'est-à-dire qu'on ne supportera pas sa vengeance. C'est ça le problème. Quelle est la leçon de l'histoire? Regardez la carte de la région. Si on peut poser une question politiquement un peu incorrecte, on entend beaucoup de diplomates le dire, pas à la caméra, ça se dit pas à la caméra, mais souvent, au fond, est-ce que c'était mieux avant le printemps arabe, quand il y avait Kadhafi, Moubarak, quand il y avait Saddam, c'est-à-dire des régimes qui étaient tout sauf recommandables, qui maltraitaient leurs opposants, mais qui relativement étaient moins sanglants que le déluge de sang qu'on a là, où on en est réduit à devoir choisir entre le criminel Bachar et les criminels djihadistes. Oui, mais Darius, c'est ça qui nous oppose souvent, et en même temps, je comprends parfaitement le point de vue de Dany. Il y a un point de vue moral, dans ce cas-là, d'un point de vue moral, il a raison, je ne peux pas choisir. Bon. Et puis, il y a la question des intérêts qui sont les... Et la politique, c'est aussi la question des intérêts. Alors, c'est horrible de dire ça, parce que dès qu'on dit les intérêts, mais c'est ignoble, comment ça, le bien et le mal, c'est grandiose, et vous êtes intéressé, bah oui, mais l'intérêt de l'Occident, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France, c'est quand même tout sauf les islamistes. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Là, c'est notre intérêt. Le problème, mais notre intérêt, c'est renforcer Bachar, c'est renforcer l'Iran. Et c'est les islamistes aussi. Mais, là, on est coincé. Oui, mais il y a des cas dans lesquels... c'est renforcer la Russie. D'accord. Alors là, on n'est pas d'accord avec si tu veux, l'image, la volonté impérialiste de la Russie. Parce qu'il faut savoir que la Russie a une base énorme, et c'est la seule base qu'elle ait dans la région, donc elle a besoin de cette base. Elle est peut-être d'ailleurs en train de bombarder ce soir. Il y a des bombardements à Idlib où, semble-t-il, les Russes sont déjà engagés. Idlib, c'est où? C'est les Kurdes. Qu'est-ce que les Kurdes ont à faire là-dedans? Non, mais là, ils sont victimes en l'occurrence. Oui. Ouais, ils sont pas. C'est les Kurdes. Je sais. Bon, alors peut-être qu'on me dit que les Kurdes sont aussi. Mais Idlib, c'est justement c'est le seul territoire qu'ont les Kurdes pour s'organiser. D'ailleurs, la France a même une représentation culturelle à Idlib. Donc, je veux dire, la victoire d'Assad amènera d'autres drames. Oui. La victoire. Est-ce qu'il y a une forme de cancer islamiste qui est en train, alors on a bien compris, franchement, personne n'a de sympathie pour Bachar el-Assad, mettons de côté Bachar el-Assad, mais de façon générale, quand on regarde la carte qu'on a vue là,
est-ce que l'hydre islamiste est en train de renaître ? Mais bien sûr, et quand on regarde ce qu'ils font aux femmes, ce qu'ils font aux juifs, ce qu'ils font aux chrétiens, ce qu'ils font aux athées, ce qu'ils font... Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, moi, je me dis, il y a la morale d'un côté, je dis pas que la morale doit pas être prise en compte, mais il y a les intérêts qui sont ceux de la démocratie, tout simplement, de l'Occident, des valeurs, des Lumières, voilà, c'est tout. Luc, et dans ce cas, tu es obligé de choisir, tu peux pas ne pas choisir. Oui, mais alors... Nous, on peut ici, on peut s'en priver. Sachez D'accord. que la victoire de Bachar el-Assad, c'est comme la victoire des talibans d'un autre côté en Afghanistan, c'est des milliers et des milliers de réfugiés. Justifié, parce que je parle pas des islamistes, je parle il y a des démocrates, il y avait une véritable tentative de soulèvement démocratique. Pourquoi la démocratie libérale n'a pas pris dans tous ces pays ? Rappelez-vous l'erreur de tant de journalistes sur ces plateaux de télévision qui disaient, vous allez voir, c'est génial, il y avait les fameux blogueurs démocrates égyptiens, par exemple. Aujourd'hui, il y a un maréchal qui est élu à 97%. Égypte est tout sauf, c'est une dictature d'ailleurs bien soutenue par les pays occidentaux. Pourquoi est-ce que dans aucun des pays qu'on a vus, la démocratie n'a pris soutiennent oui, l'Arabie mais c'est pas la faute. D'accord, mais c'est pas la faute. D'accord, c'est pas la faute des pays occidentaux si c'est pas des démocraties. Là, pourquoi aucun de ces pays n'est devenu démocratique ? Pourquoi ? Parce que ça a duré en Europe 4 siècles. Et que l'histoire, ça se fait pas du jour au lendemain. Parce que toute cette culture islamiste est adémocratique. Et donc, comme la culture, la démocratisation de l'Europe s'est fait aussi contre la religion chrétienne. Et donc oui, évidemment. Oh, non, elle s'est faite. La laïcité chrétienne, c'est pas parce que l'Église s'y est opposée, mais enfin, rendre à César. D'accord, je parle de l'Église, oui, de l'Église. Bon, oui, enfin, les chrétiens eux-mêmes. La Révolution française s'est faite aussi sur one man, one vote. Oui, mais enfin, disons que la théologie chrétienne permettait le passage à la démocratie, à la laïcité. Au contraire. Oh, ça a été ne fais pas comme si c'était facile. Non, je dis pas ça. Je dis qu'elle le permettait. La théologie le permettait. Quand Jésus dit que celui qui a... Jésus n'était plus là. Mais Jésus était là. En 1789. Jésus n'était plus là. Moi, laissons le débat sur la théologie. Moi, je suis allé en Algérie, et je réponds directement à votre question. J'ai rencontré Haït Ahmed, j'ai rencontré Saïd Saadi, qui est un type formidable. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai rencontré Haït Ahmed, qui n'est plus de ce monde, qui était aussi socialisme et social-démocrate. C'était des gens formidables. Bon. Et j'ai rencontré ces partis kabyles, ces partis démocrates, et je suis rentré en France en me disant, mais on est cinglé de ne pas soutenir ces gens-là. Oui, mais rappelle-toi, et ça, c'est notre intérêt. Le FLN, prends n'importe quel dirigeant du FLN. Ils ont téléphoné en Égypte et ils ont dit, écoute, voilà, on a besoin d'une culture musulmane contre la culture française. Est-ce que tu pourrais pas nous envoyer des profs, des enseignants musulmans ? Et il dit, c'est très bien, dit le président égyptien, j'ai justement mon ministre de l'Intérieur. Il y a combien de frères musulmans en prison en Égypte ? Il dit 50 000. 30 000, tu les as tout de suite. Et ils envoyaient les frères musulmans faire l'éducation de l'islam en Algérie. C'est comme ça. Et donc, alors qu'on aurait dû soutenir les partis démocratiques. Absolument. Alors, Daniel Luc Ferry, votre regard sur ce qui se passe en Afrique. Je rappelle les événements, l'enchaînement très brutal des événements pour la France. Il y a eu la déroute 2022-2023 au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Annonce du Tchad, la fin des accords de défense avec la France. Président du Sénégal. Le Sénégal, c'était par excellence un pays ami, comme on disait, de la France. Son président qui dit dans Le Monde qu'il n'y aura bientôt plus de soldats français dans son pays. Au regard de l'histoire, que se passe-t-il ? La Chine, d'abord, a pris la place des anciens colonisateurs, donc à commencer par la France, mais enfin aussi l'Allemagne, etc. Il y avait un livre qui s'appelait La Chine-Afrique, vous vous souvenez peut-être, de journalistes, dont j'oublie le nom. Et maintenant, la Russie prend non pas la place de la Chine, mais s'ajoute à la Chine. Et donc, la Russe-Afrique, si je puis dire... Très bon livre de Serge Michel, notamment. Et donc, en fait, il fonctionne très bien, parce qu'il y a à la fois une corruption hallucinante, il faut quand même dire les choses comme elles sont, donc on achète les potentats locaux, et puis en même temps, il y a aussi des aides incroyables aux infrastructures. Jean-Louis Borloo avait un vrai projet intelligent. L'électrification de l'Afrique, c'était vraiment intelligent. Par le renouvelable. Et donc, que ce soit... Oui, il vaut mieux que évitons le nucléaire. Mais on avait longuement discuté. Bien sûr. Mais voilà. Et donc, on a l'image
l'image. Et ça va avec autre chose, qui est le réveil du Sud global. Et vous avez vu que Trump s'apprête à taxer le Sud global. Donc, il est dur. Mais bien sûr, très ferme. dur. Et le Sud global, c'est les BRICS pour l'essentiel. Et du coup, vous avez une haine du Sud global, à la fois contre l'Occident, contre Israël, contre les États-Unis, qui se développe. Et la Chine et la Russie en profitent pour prendre la place. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, s'il vous plaît, regardez juste cette image. Et puis vous pouvez la commenter sur base de cette image. C'était le dîner d'État à l'Élysée l'autre jour. Jeudi, on reçoit le couple présidentiel nigérian, Bola Tinubu et Oluremi Tinubu. Et la France fait tout pour être sympa. Elle fait tout pour être agréable à ces autres Africains. En l'occurrence, ils ont joué Mama Africa, etc., etc. Et au lieu de ça, effectivement, c'est la Chine, qui est une dictature. Une Chine dont on dit qu'elle utilise l'Afrique pour la jeter ensuite, etc., qui est mieux reçue maintenant que la France. Ils n'ont pas colonisé, Darius. C'est l'erreur de la France et de l'Union européenne. On n'a pas compris que l'aide à ces pays doit être une aide au développement de ces pays, pas de nos intérêts. Et que la politique d'aide était une politique d'aide au système économico-politique, pour pas dire capitaliste. Ils disent ne nous faites pas la leçon. C'est ce qu'on entend toujours. Pas seulement chez les dirigeants, dans les réseaux sociaux. Beaucoup d'Africains disent la leçon, ras-le-bol. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de leçons. Ben, regardez l'Algérie. Regardez l'Algérie, ils ne veulent pas de leçons, mais ce qu'ils veulent, les dirigeants, ils parlaient de la corruption, c'est garder leur pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à nous rendre, disons, qu'on nous désire parce qu'on aide vraiment. On aidait en fonction de nos intérêts. Et ça nous retombe dessus. Et les Chinois font exactement la même chose. Pour l'instant, ils mettent plus, mais le développement de l'Afrique n'intéresse pas du tout les Chinois. Rappelez-vous ce professeur qui disait « Il nous reste 1 minute, parlez-nous de Dieu ». Alors là, vous avez 30 secondes chacun pour nous parler de Notre-Dame. Cette image, elle est belle. Franchement, même vous qui êtes un athée tout à fait endurci. Attendez, regardez l'image d'abord. Attendez avant de vous énerver. On ne sait jamais, la providence existe peut-être. Regardez cette image. Formidable. Est-ce que, non, mais l'un et l'autre, ce que ça dit, est-ce que ça restera autant que la pyramide du Louvre pour François Mitterrand? Ça, est-ce que c'est un beau... tenir un délai, déjà, c'est un miracle en soi. Notre-Dame et les Jeux Olympiques, c'est la démonstration que la France puisse être belle et efficace. Donc c'est pas Notre-Dame qui m'intéresse, c'est le volontarisme décidé par Macron contre tout le monde qui a permis en 5 ans, et je vous dis que toute la presse mondiale était admirative sur les Jeux Olympiques et admirative sur Notre-Dame, qu'il y a une efficacité, une capacité française, et ça m'est égal que ça soit les Jeux Olympiques ou Notre-Dame. Ouais, je vais pas dire le contraire, pas gâcher la fête. Voilà, donc c'est très bien. Oui, ça restera évidemment beaucoup plus que la pyramide machin. Ça, c'est quand même. Là, il y a du grandiose. Et j'en profite quand même pour redire à Dany que Jésus est un révolutionnaire et un démocrate. Pas le contraire. Je dis qu'il n'est plus là. Qu'on est en 2024. Il est dans les cœurs de 2 milliards de personnes dans le monde. C'est Chateaubriand qui dit Jésus, modèle de toute chose. Ouais, mais moi, alors pas le mien. Moi, je suis athée comme toi, mais j'aime Jésus. Dans quelques instants. Je vais aller faire l'amour avec lui.